et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, nous sommes en partenariat avec la revue Codex qui va nous aider à mieux comprendre une affaire qui est, comme le dit Codex lui-même, un épouvantail dans les placards de l'Église. Je veux parler de l'affaire Galilée. Nous avons tous appris que Galileo Galilei, un brillant astronome, une sorte de champion de l'aventure de la science, subit 2 fois l'humiliation de comparaître devant les tribunaux ecclésiastiques. Et à chaque fois, il dut se rétracter d'une opinion que la science pourtant validera après lui. La Terre n'est pas au centre de l'univers. Alors, que retenir de cette fameuse affaire? Est-ce le triomphe de l'obscurantisme de l'Église? Est-ce au contraire une histoire beaucoup plus compliquée? Pour le découvrir, 2 invités. Emeline Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée d'histoire, vous êtes professeur d'histoire au lycée Blanche de Castille à Nantes et vous enseignez également à l'Institut catholique d'études supérieures, c'est à La Roche-sur-Yon. Tout à fait. Rémi Santis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite, vous êtes scientifique et vous êtes le président de l'Association des scientifiques chrétiens. Et j'ai envie de vous poser une première question avant d'arriver à Galilée. Qu'est-ce que c'est que les scientifiques chrétiens, enfin l'Association des scientifiques chrétiens? Alors en fait, c'est une association qui se réunit plusieurs fois dans l'année et qui a surtout un objectif, c'est d'organiser une fois par an un grand colloque sur une journée au Collège des Bernardins. Et donc le prochain colloque auquel vous êtes tous invités, c'est le samedi 4 mars, sur le thème la personne humaine et le génome, au Collège des Bernardins. On rappellera ça à la fin de l'émission, mais c'est déjà un rendez-vous qui est pris. Alors, voilà, je montre la revue Codex. Vous y avez participé, Emeline Picard. Peut-être pour commencer, quelques mots sur Galilée, juste pour remettre la chronologie. Oui, il faut effectivement replacer Galilée dans son contexte pour comprendre l'affaire Galilée et la construction en mémoire qui nous structure encore aujourd'hui. Galilée, il naît en 1564 à Pise. C'est un membre de la petite noblesse urbaine. Il a les moyens de faire des études. Il est envoyé à l'université de Pise. Alors au départ, il veut être médecin. Et il tombe amoureux des mathématiques de manière assez étrange, comme quoi c'est possible. et pas du tout dans un cadre universitaire, parce qu'à l'époque, les mathématiques n'étaient rien à côté du latin et des sciences humaines. Il est initié par un ami de la famille. Il déploie tout de suite des talents personnels assez incroyables. Donc c'est un autodidacte dans une grande mesure. Mais il suit des cours de physique à l'université de Pise. Et une fois ses études achevées, il retourne auprès de sa famille à Florence. Et pendant 4 ans, il mène une vie très confortable, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de travailler. Il commence à faire ses premières découvertes tout en ayant une vie artistique et mondaine relativement intéressante. Et malheureusement, il va rapidement se retrouver à la tête d'une famille nombreuse. Son père décède, donc il doit s'occuper de sa mère, de ses sœurs, donc il faut doter, qu'il faut marier. Il se constitue aussi une famille avec 3 enfants. Et là, il doit trouver un travail, donc il devient professeur de mathématiques à l'université de Pise puis de Padoue, avec des émoluments qui n'ont rien à voir avec les émoluments des professeurs de théologie, ce qui montre bien la hiérarchie quand même des savoirs à l'époque. C'est là aussi une époque très différente d'aujourd'hui. Et il doit en permanence tenter de trouver un petit peu d'argent pour boucler les fins de mois. Donc il donne des cours particuliers et il se lance aussi dans les recherches d'instruments qu'il pourrait vendre. C'est un petit peu comme ça qu'il s'intéresse à une nouveauté hollandaise qui est une lunette astronomique. Alors il va la perfectionner et là aussi on voit très bien le contexte de l'époque, parce qu'en la perfectionnant, il a vraiment 2 objectifs. Premier objectif, vendre son invention. Et c'est comme ça qu'en 1609, il présente son invention à Venise. Et c'est évidemment une invention qui intéresse beaucoup le doge, dans la mesure où ça permet de contrôler encore mieux les mers. On voit au loin les bateaux qui arrivent. Donc c'est une invention qui lui permet de doubler ses émoluments. Ça sert aussi à faire la guerre et du commerce. Et il l'utilise aussi pour faire un certain nombre d'observations astronomiques. Donc on voit bien ces 2 logiques qui dirigent un tout petit peu sa vie. Et c'est à cette occasion qu'il va transformer un tout petit peu le regard que l'on pouvait avoir sur les cieux, parce que grâce à cette lunette, il voit des choses qui n'avaient jamais été vues auparavant, va transformer un tout petit peu la conception traditionnelle de l'univers de cette époque. Mais il en profite aussi pour baptiser une partie de ses découvertes en l'honneur des médecins
Médicis, qui est une puissante famille italienne à cette époque. C'est les fameuses planètes médicéennes, des 4 satellites de Jupiter, ce qui lui permet, de se placer auprès d'un des grandes puissances de l'époque en Italie, le Grand-Duché de Toscane, et d'avoir là aussi des émoluments, de l'argent et une reconnaissance dont il a besoin aussi à titre personnel. Donc c'est pour ça qu'il faut bien insister sur la dimension humaine. Galilée, c'est pas simplement l'affaire Galilée, c'est pas simplement un grand savant, c'est un grand scientifique, c'est quelqu'un de très incarné qui doit gérer des problèmes très quotidiens et qui va se retrouver finalement dans une période dont il va peut-être pas maîtriser toute la dimension politique et spirituelle, même s'il en maîtrise des aspects, scientifiques qui sont effectivement très très intéressants et très novateurs. On revient à cette lunette. Qu'est-ce qu'il voit dans sa lunette et qu'est-ce qu'il aurait dû voir, Voilà. en fait? Alors, en fait, comme il a été très bien dit, la lunette, c'était un instrument connu, mais du point de vue des scientifiques de l'époque, jamais ils n'avaient eu la conscience que ce qu'ils voyaient dans la lunette était la réalité. Et il a fallu l'appui de Kepler, donc qui était très jeune à l'époque, mais qui était quand même reconnu comme étant le grand expert européen en optique. Et Kepler a soutenu Galilée en disant « Oui, ce qu'on voit dans les lunettes, c'est réellement la réalité. » Parce que jusqu'à présent, on se disait « Oui, est-ce que c'est... » Bon, on s'en rapproche un peu, mais est-ce que ce qu'on voit, est-ce qu'il n'y a pas un artefact? Est-ce que ce n'est pas un peu de la magie? Et en fait, donc, grâce à l'appui de Kepler, Galilée a eu les contemporains de Galilée ont été confortés dans les affirmations que Galilée portait. Alors, les observations, c'était d'une part donc les satellites, comme on avait dit, les planètes médiciennes, mais surtout, un peu avant, c'était la surface de la Lune. Parce que vous saviez que à la frontière entre l'ombre et la partie éclairée de la Lune, avec la lunette, on voyait des aspérités et on voyait ce qu'on appelle les volcans, les cratères, voilà. Et ça, donc du coup, on avait la confirmation que la Lune n'était pas parfaitement sphérique. Et donc ça, c'était une pierre de plus dans la construction d'une nouvelle conception du monde, enfin qui était nouvelle, qui est là depuis le XVe siècle. Hein. C'est ça aussi. Depuis le XVe siècle. Oui. Depuis le XVe siècle, tous les tenants de la philosophie naturelle savaient que la distinction aristotélicienne entre le monde supralunaire qui était soumis à une certaine physique avec les mouvements sphériques qui étaient parfaitement uniformes, qui étaient avec une immuabilité, voilà, du système supralunaire, en opposition avec le système, enfin avec le monde infralunaire, sublunaire, dont la Terre. Donc toute cette philosophie naturelle, dès le XVe siècle, on savait que ça ne tenait pas. Ah, c'est important ce que vous dites. C'est dès le XVe siècle qu'on savait que ça ne tenait pas, parce qu'on savait très bien que dans le monde supralunaire, tout n'était pas parfait, parce qu'il y avait les fameuses novas qui apparaissaient, les nouvelles étoiles qui apparaissaient de temps en temps. Et donc ça, on savait bien que c'est... Voilà. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Galilée est celui qui fait basculer une conception, j'allais dire, ancienne, dans lequel, pour aller vite, hein, le Soleil n'est pas au centre, mais c'est la Terre qui est au centre, à une conception nouvelle dans laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Mais vous dites très clairement que, en fait, Galilée s'inscrit dans un long processus. Bien sûr, oui, alors bien sûr. De toute façon, c'est bien connu, disons que c'est la fameuse révolution fondamentale, c'est le De Revolutionibus avec Copernic en 1543. Donc, alors ce De Revolutionibus, bon, alors le livre en lui-même était un livre épais, un gros livre. Le chanoine Copernic était un personnage extrêmement respecté dans tout le monde de l'époque, dans toute la chrétienté. Il avait été demandé par le pape pour réformer le calendrier, etc. Bon, à l'époque, il avait dit non, le calendrier c'est trop compliqué, on va attendre un peu. Mais donc, il a fallu attendre. Et donc, le De Revolutionibus a eu une influence absolument fondamentale, même si il a eu du mal à être diffusé parce que il fallait lire tout ce épais document en latin. Voilà. Mais
il y a eu deux éléments qui montrent l'influence fondamentale du De Revolutionibus. D'une part, les tables dites pruténiques, donc qui ont été écrites grâce aux éléments qui étaient à la fin du livre de Copernic et qui donnaient les fameuses tables astronomiques qui montraient avec une grande précision les horaires de lever, de coucher du Soleil, de la Lune, l'apparition des étoiles, voilà, les signes du zodiaque, etc. Donc c'était fondamental, ne serait-ce que pour la navigation hauturière. Voilà, ça c'était un premier aspect. Et puis il y a un deuxième aspect qui est peu connu, c'est le fait que même en Angleterre, donc le fameux astronome Thomas Digges, en 1576, avait déjà diffusé, mais dans un public immense, son nouvel almanach avec le système de Copernic. Donc, voilà, on voit une image là qui apparaît. Alors donc, sur cette image, on voit le Soleil au centre, bien sûr, parce que c'est le système de Copernic que promeut Digges. Après, il y a les deux petits cercles, c'est Mercure et Vénus. Le troisième cercle, c'est la Terre. Avec un petit rond, c'est la Lune qui tourne autour du Soleil. Donc ça, c'est le système de Copernic. Après, il y a les autres sphères qui sont les autres planètes. Et là, alors, ce qui est intéressant et nouveau d'ailleurs, c'est que la dernière sphère, qui était alors dans le système de Copernic, c'est la sphère des fixes. Et là, Thomas Higgs extrapole en disant, au-delà des fixes, eh ben, il y a encore des étoiles. Donc c'est déjà l'idée de l'infini. Donc on voit qu'à cette époque, donc c'est 1576, que le système de Copernic était déjà accepté, popularisé auprès d'un très très grand public. C'était l'almanach, c'était très très grand public. Et puis même popularisé, et même il y avait même déjà eu, on extrapolait, enfin disons mais pourquoi on s'arrête au 7e ciel, pourquoi on ne va pas au-delà du 7e ciel, voilà. Et donc c'était l'idée de, donc c'est pour dire que alors bien sûr tout le monde n'était pas convaincu. Tycho Brahe, le grand astronome, n'était pas copernicien. Donc lui, il avait mis, bon, on n'a pas le temps d'évoquer ici, bon, un autre système qui était un mix entre le système de Ptolémée et celui de Copernic. Bon, mais c'est voilà. Mais c'est pour dire que dès cette époque-là, la fin du XVIe siècle, la conception aristotélicienne des deux mondes sublunaires et supralunaires n'était plus de mise dans aucun. D'ailleurs, les travaux de Galilée, finalement, au début, rencontrent une certaine popularité. Et tout le monde est d'accord? Non, plus qu'une certaine popularité, un très très grand succès, parce que suite à ces observations, il publie un livre en 1610 qui s'appelle Le Messager céleste, qui lui vaut tout de suite une gloire assez importante. Il part à Rome, il est reçu dans tous les cercles des scientifiques romains, y compris au collège romain, qui est quand même la forteresse des jésuites. D'ailleurs, lorsqu'il présente le résultat de ses recherches, l'essentiel, de ce qui compte à Rome, imagine que les jésuites sont devenus coperniciens, parce que finalement, il fait sa présentation et au collège romain, tout le monde trouve que ce messager céleste fait effectivement preuve d'une très grande vérité. Il est reçu à l'Académie des Lynx. Alors, c'est une académie qui a été formée à l'époque à Rome pour réunir les plus grands savants européens, dans la mesure où la construction du savoir à cette époque se fait effectivement dans les universités, mais aussi par un certain nombre de réseaux avec des communications. Les journaux scientifiques qu'on connaît aujourd'hui n'existaient évidemment pas à l'époque, donc par des lettres, par des communications. Donc il est intégré complètement dans l'élite intellectuelle de son temps, et ne pas oublier que dans cette élite intellectuelle, beaucoup de ses membres sont aussi des ecclésiastiques. Il a en particulier reçu l'admiration complète d'un cardinal dont il faut retenir, Maffeo Barbeni, qui lui-même va lui dédier des poèmes tellement... voilà, et Bellarmine. Oui, qui était le cardinal Bellarmine, qui était le grand intellectuel de l'époque. Oui. Donc effectivement, on a l'impression que le système copernicien, que les découvertes de Galilée sont parfaitement acquises en 1611. C'est à cette époque où il se débarrasse de tous ses problèmes financiers, puisque le grand-duc le nomme mathématicien à vie, sans aucune charge d'enseignement, le rêve. Il ne peut se consacrer uniquement... mathématicien. Et il peut se consacrer uniquement à ses recherches. La grande question, c'est de comprendre comment on passe de ce statut finalement d'acceptation et de reconnaissance au plus haut niveau à 1616. Je vais vous proposer... Alors peut-être un tout petit peu, pour revenir un tout petit peu en arrière sur la période de Padoue, parce que disons qu'il avait été nommé à Padoue. Padoue était la grande université
enfin à l'époque, on peut dire, c'était la meilleure université au monde. tout à fait. L'université de Padoue, elle était donc dans la République de Venise. Elle n'était pas ni en Toscane, ni dans les États pontificaux. Et donc, il y avait une très grande liberté, et c'est là que donc il a eu une très grande liberté pour pour écrire ses livres, donc le fameux Messager céleste. Et donc, il a aussi, juste avant d'être à Padoue, alors c'était même quand il était encore à Pise, il avait écrit le fameux De Motu, donc qui était un livre dans la tradition de la philosophie de la nature du XVe siècle et de son maître Benedetti. Enfin, alors son maître, c'était le maître de Bruno Acimi, qui était son ami. Donc, Donc, encore une fois, il est dans un milieu intellectuel très porteur. Et Benedetti lui-même, d'ailleurs, Benedetti lui-même donc avait suivi des cours par les professeurs de Padoue. Il avait été nommé alors mathématicien, ça s'appelait à l'époque premier mathématicien, mathématicien du duc de Parme et puis après du duc de Savoie à Turin. Donc là, c'était encore de mieux en mieux. Voilà, de mieux en mieux. Et donc c'était, les savants, les intellectuels étaient nommés comme ça. Et Galilée, lui, juste après donc son passage comme professeur à Padoue, était nommé la même chose, premier mathématicien du duc de Florence. Voilà. Et alors mathématicien à l'époque. Alors, mathématicien à l'époque, ça veut dire aussi celui qui, bien sûr, calcule la position des étoiles, qui s'occupe des problèmes d'irrigation aussi. C'est très important, les problèmes d'irrigation, parce qu'il fallait faire l'irrigation pour l'agriculture, mais aussi pour toutes les fontaines. Et que ce soit... Donc, il est hydraulicien en même temps. Bien sûr, parce que c'était un des grands sujets, c'était comment amener l'eau dans les fontaines. Et puis, accessoirement... pour l'irrigation. Et donc après, bon, alors là, c'est en dehors de l'affaire Galilée, mais il faut savoir que toute cette question de l'hydraulique est une question fondamentale à la fin du XVIe et tout à fait au XVIIe siècle. Enfin, voilà. Alors, vous posiez la question. Je vous propose qu'on entende le père Armogat, le professeur Armogat, qui n'est pas simplement le chroniqueur que l'on connaît à KTO, mais aussi un grand savant, lui aussi, qui connaît très bien cette histoire-là. Et on lui a posé simplement la question, qui est Galilée? Donc, on écoute Jean-Robert Armogat, et puis ensuite, je vous ferai réagir à ce qu'il a dit. Galilée est un grand savant. L'affaire Galilée est une affaire annexe, marginale, par rapport à l'essentiel de son travail. Il y a une nouveauté de Galilée. Et cette nouveauté, c'est le passage de la philosophie naturelle, la connaissance de la nature, à une mathématisation de la physique. Ce qui est important, dans cette époque du reste, chez Kepler ou chez Descartes, comme chez Galilée, c'est la représentation mathématique qui va permettre de mieux comprendre les phénomènes physiques. Alors, l'affaire Galilée a été montée en épingle. Que s'est-il passé? Nous avons là une affaire en ciseaux entre une conscience plus littérale de la lecture de l'Écriture sainte d'un côté et une conscience plus explicative du discours scientifique de l'autre. La science, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, veut rendre raison des phénomènes. Elle veut expliquer. L'Écriture, eh bien, avec la Réforme, les humanistes, le souci de la lettre de l'Écriture va se voir interprétée en manière littérale, alors que la tradition des pères et du Moyen-Âge allait vers une lecture symbolique de l'Écriture. Alors, une manière littérale, sur les jours de la création, sur le soleil arrêté par Josué, toute chose qui n'avait jamais posé de problème auparavant, non pas en raison de la représentation du monde, mais en raison de la lecture même que l'on faisait de la Bible, et qui, au début du XVIIe siècle, pose problème, parce que c'est l'affrontement frontal avec une science qui veut expliquer les phénomènes, rendre raison des phénomènes de la nature. Alors, en un sens, Galilée est un grand savant sans l'affaire Galilée. En un autre sens, l'affaire Galilée est représentative de cette grande fracture qui se produit entre une lecture littérale de l'Écriture et une vision explicative de la science. Voilà. Le père Armogat a résumé exactement l'enjeu qui est
autour duquel se noue la crise entre 1611 et 1616. Parce que Galilée, d'une certaine manière, va se retrouver dans le maelstrom des débats, des provocations. C'est une personnalité, on ne l'a peut-être pas assez dit, très italienne, très passionnée, assez violente et qui veut avoir raison et qui a la certitude d'avoir raison, voilà, à juste titre. Mais il veut que tout le monde accepte ses raisons, et il va se retrouver confronté à des contradicteurs qui, au lieu de se placer sur le terrain scientifique et avoir des débats scientifiques, décident d'utiliser l'écriture sainte contre les thèses de Galilée, en particulier Ludovico del Colombe, qui dit mais Galilée, de toute manière, en gros, c'est un hérétique, ce qu'il dit n'a aucun sens, parce que c'est contraire aux Saintes Écritures. Je vous interromps, en particulier parce que le père Harmogat l'évoquait, voilà, cette histoire de Josué, donc, qui est le passage littéral qu'on cite, évidemment. Voilà, parce que Josué, dans le livre de Josué explique que le soleil se serait arrêté. Voilà. Et donc, si le soleil s'arrête, ça veut dire qu'il tourne autour de la Terre soleil. Et pas le contraire. Mais le bon sens... Oui. J'allais dire, nous ferait aussi plutôt adhérer à cette réalité-là, plutôt qu'à cette conception, j'allais dire, assez curieuse pour qui regarde autour de lui, d'une terre... C'est ce que disait le philosophe Bachelard. Voilà. Après 400 ans de Galilée, on croit quand même toujours que le soleil se lève. Se lève, exactement. Donc, pour montrer que c'est quand même pas aussi évident que ça. Non. Et Galilée décide de répondre. Et il répond avec toute la fougue qui est la sienne, en particulier avec deux opuscules qui sont largement diffusés, en particulier la lettre à Christine de Lorraine, qui était la mère du duc de Toscane, donc son protecteur, qui avait évoqué cette question-là en disant « Mais est-ce qu'on fait bien de protéger ce Galilée ? Parce que j'ai cru entendre dire que ses positions n'étaient pas tout à fait orthodoxes. » Et il répond à Christine de Lorraine, il répond à tous ses détracteurs, en donnant une leçon d'exégèse. Or, ne pas oublier que nous sommes en plein milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire un moment où le protestantisme est en train de gagner l'Europe, où la papauté se retrouve dans une situation assez difficile sur la défensive. Et bientôt, la guerre de 30 ans va cristalliser encore ses oppositions. Et Galilée entre là dans la sacristie, finalement, au plus mauvais moment, peut-être pas au niveau scientifique, peut-être pas au niveau intellectuel, mais au niveau politique, c'est absolument désastreux. Donc il répond. Et là, le Saint-Office reçoit dénonciation sur dénonciation, en particulier des dominicains, mais aussi des jésuites, qui disent qu'il faudrait peut-être lire de manière un peu plus attentive les travaux de Galilée. L'affaire traîne en longueur. Alors, et on voit très bien les débats. Est-ce que je peux lire un passage de la fameuse lettre à Christine de Lorraine, oui, pour expliquer la position de Galilée. Voilà, alors, je vais juste vous lire juste un tout petit passage. « Car Dieu ne se révèle pas moins excellemment dans les effets de la nature que dans les Écritures sacrées. C'est ce que Tertullien a voulu dire par ces mots. Et ici, Tertullien, Dieu doit d'abord être connu par la nature et ensuite reconnu par la doctrine. La nature est atteinte par les œuvres, la doctrine par la prédication. » Donc, en fait, dans cette lettre, Galilée se permet de citer Tertullien et de donner une leçon d'exégèse. En fait, il donne les leçons d'exégèse aux dominicains, parce que les dominicains, il faut savoir que les dominicains, juste avant, l'avaient attaqué, mais de façon très violente. Oui. En 1614, certains dominicains en chair, Caccini, en partant du passage des apôtres, disait « Homme de Galilée, qu'avez-vous donc à regarder vers le ciel ?» Voilà, et Galilée répondra « Dieu a appris comment aller au ciel et non pas comment aller le ciel. » Sous-entendu, l'héliocentrisme, etc., ça ne pose pas de problème. En reprenant d'ailleurs une citation du cardinal Bessarion. Voilà. Donc, à ce moment-là, on voit très bien que l'Église n'est pas monolithique. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait aussi insister, c'est que les affaires traînent en longueur et on voit très bien qu'il y a deux camps au sein même de l'Église catholique, un certain nombre qui soutiennent Galilée et ses positions et d'autres qui sont plus réticents. C'est pour ça que ce qu'on appelle le procès de 1616 est en fait un verdict du Saint-Office. Il ne faut pas du tout imaginer Galilée comparaissant, etc. En 1616, l'héliocentrisme est condamné de manière officielle, sans que ni le nom de Galilée, ni les ouvrages de Galilée ne soient cités. Donc on protège Galilée, qui est quand même un grand savant, qui est aussi le protégé du grand-duc de Toscane. Ne pas oublier que l'Italie n'existe pas à l'époque. C'est une sorte de rivalité politique entre les différentes principautés. Donc le pape doit aussi ménager cette réalité politique-là. Et le Bellarmin aussi. Il y a le fameux cardinal Bellarmin, qui était le grand homme. Voilà. Le cardinal Bellarmin convoque Galilée en audience privée
pour lui signifier les attendus de cette condamnation, avec un texte qui est relativement flou et qui pose problème aux historiens, et qui va être d'ailleurs tout l'enjeu en réalité du procès de 1633. C'est pour ça qu'il faut, il faut bien insister là-dessus. Et Galilée ressort de Rome, alors à titre personnel effondré, parce qu'il pensait pouvoir convertir l'Église catholique et tous les catholiques et utiliser, si vous voulez, l'appareil d'université, le réseau des collèges pour diffuser les idées coperniciennes. Il obtient exactement l'inverse. Un certain nombre de scientifiques, d'ailleurs, lui reprochent un tout petit peu d'avoir poussé les choses tellement loin qu'il se retrouve coincé à ne plus pouvoir évoquer l'héliocentrisme. Donc, vous voyez, même au sein des savants, il y a des ruptures et tous ne suivent pas le caractère passionné et entier de Galilée. Mais il a toute possibilité de poursuivre ses travaux et il obtient même un certain nombre de certificats garantissant son honnêteté et son dévouement en tant que chrétien. Il y a même une lettre de Bellarmine disant que Galilée est tout à fait... n'est en aucun cas suspect d'hérésie. Il obtient un certificat. Un certificat de bonne conduite, si vous voulez. Qui lui permet de revenir à Florence et de garder à Florence la position éminemment importante qu'il avait et de continuer ses travaux. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez là, cette fameuse lettre. C'est intéressant, cette idée que la mathématique, c'est finalement la langue que Dieu parle aussi. Ah, voilà. Alors donc ça, c'était dans le fameux texte qu'il a écrit, donc c'était en 1613, je crois, c'est la lettre sur les taches solaires. Oui, parce que alors donc il y avait aussi un de ses travaux très importants, c'était sur les taches solaires. Il avait montré en regardant la lunette avec des fils, qu'il y avait des taches solaires qui passaient sur le soleil et qui bougeaient. Et donc là aussi, donc ça montrait bien que le soleil n'était pas immuable puisqu'il y avait des taches qui bougeaient. Enfin bon. Et dans cette fameuse dans ce fameux traité de 1613, il disait, voilà, cette fameuse phrase: ce vaste livre constamment ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, on ne peut le comprendre si d'abord on apprend à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Bon, sous-entendu, donc c'est les mathématiques, le triangle, le cercle, les autres figures géométriques. Voilà. Et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'à côté de la parole de Dieu qui est conservée dans un livre, il y a une autre énonciation de Dieu qu'on peut découvrir par le monde. Donc, vous qui êtes mathématicien, quand vous faites votre équation, vous avez la même valeur qu'un exégète, d'une certaine façon. Voilà, c'est la fameuse théorie des deux livres, donc qui était déjà ancienne, puisque c'est Raymond Sebon au XVIe siècle qui avait déjà écrit noir sur blanc le livre de la nature et le livre des Écritures. Et donc, quand on étudie le livre de la nature, donc on essaye de voir quelles sont les lois de la nature, et ces lois, alors donc ça c'est ce qui est sous-jacent à ce texte, les lois de la nature doivent être simples, voilà. C'est ça qui est sous-jacent, c'est que ça ne doit pas être compliqué, la nature, parce que la nature a été créée par Dieu, donc ça doit être simple. Il faut simplifier au maximum. C'était déjà l'idée de Copernic, parce que le système de Ptolémée était devenu d'une complexité effroyable, et Copernic, le grand intérêt, la motivation principale de Copernic, c'est de faire quelque chose de simple, parce que c'est beaucoup plus simple pour sauver les apparences, comme on disait à l'époque, d'utiliser le système de Copernic que le système de Galilée qui venait de Ptolémée, avec tous ces épicycles. Voilà. On faisait tourner les planètes sur elles-mêmes pour arriver à expliquer que... il y avait une deuxième sphère qui tournait autour du centre, du point de sa première sphère. Enfin, ça devenait horriblement compliqué. Pas bête, on s'est bien compris que ça tournait pas en rond, ça tournait en ellipse, et donc il fallait expliquer tout ça. Voilà. Et puis que le Mercure et Vénus étaient forcément toujours dans un angle proche du Soleil, donc enfin il y avait tout un tas de choses qui devenaient très compliquées. Et donc la simplicité, c'était quelque chose pour tous ces savants les lois de nature devaient être compréhensibles par l'individu, par l'intelligence humaine, et donc ça devait être simple. Voilà. Vous êtes président des scientifiques chrétiens. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendriez encore ? Je ne veux pas vous faire une profession de foi ni positiviste ni déiste, mais alors sur la simplicité, non, ça clairement non, ça je peux vous le garantir. Par contre, sur le fait qu'il existe des lois de la nature, ça oui. Oui, parce que tous les scientifiques que je connais, justement, quand ils ont la curiosité,
de vouloir absolument comprendre pourquoi ça se passe comme ça, etc., c'est qu'ils ont la conviction plus ou moins, alors c'est plus ou moins explicite, qu'il existe bien des lois de la nature. Bon, quand on cherche voilà, le boson de Higgs, etc., c'est parce qu'on sait qu'il y a des lois de la nature qui existent. Et après, la foi, c'est de penser qu'elles sont voulues par Dieu ou qu'elles sont voulues par le hasard. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je résume simplement ou Voilà, c'est plus compliqué? voilà. Alors le hasard, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que là, on pourrait avoir une séance d'une heure ou de 2 heures sur le hasard. Enfin, voilà. Parce que savoir que le hasard, justement, n'est pas voulu par Dieu aussi. Enfin, voilà. Bon, mais ça, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais... Revenons donc à Galilée. Alors, bon, on a dit 1616, une première condamnation. La deuxième condamnation intervient 15 ans après. 1633. Et pendant 15 ans, il fait quoi, Galilée? Eh ben, il continue à travailler, il continue à batailler et il continue son grand projet culturel qui est finalement de convaincre d'une certaine manière l'Église catholique de le rejoindre du côté scientifique. Et de fait, pendant un très court laps de temps, la conjonction politique lui semble être très favorable. Il entre dans le débat autour de l'apparition des comètes en 1618. Voilà. Et c'est là où il faut quand même dire un tout petit mot, c'est que il y avait la question de la comète de 1618 qui apparaît. Est-ce que c'est un phénomène météorologique ou est-ce que c'était un phénomène céleste qui venait de très loin, au-delà des planètes. Voilà. Et curieusement, alors il rentre en polémique avec le jésuite Horacio Grassi. Et Galilée se trompe. En fait, c'est les jésuites Horacio Grassi qui a raison. Et Galilée dit non, c'est un phénomène météorologique. Voilà. Ce n'est qu'un reflet, ce n'est qu'une illusion. Et curieusement, alors là, on se demande comment il a fait pour se tromper, parce que c'était alors en fait, l'explication de Grassi, ça ne pouvait tenir que s'il y avait un mouvement elliptique. Parce qu'effectivement, la comète, c'était un mouvement elliptique, c'était le bout de la comète qu'on voyait. Et à l'époque, Galilée n'était pas encore dans cette logique-là. Pour lui, tous les mouvements célestes étaient forcément circulaires. Et donc, voilà. Donc, il est presque idéologue dans l'interprétation de la réalité. C'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit que des jésuites, même des jésuites... peuvent avoir raison. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Des jésuites avaient entré aussi dans ce débat, et que donc, il faut tout de suite... Ce sont de grands mathématiciens et de grands scientifiques aussi. Voilà. Et de grands théologiens également. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est que il faut tout de suite renverser l'idée toute faite que l'on a en disant c'est Galilée contre l'Église. Non, voilà. C'est surtout ça qu'il faut bien retenir. Et mais alors, après, il y a toute une polémique qui s'installe, et parce que, en fait, le jésuite Horacio Grassi est d'une notoriété très, très en dessous de celle de Galilée. Et il répond sous un pseudonyme. C'est ça, il répond pas sous son propre nom, sous un pseudonyme. Il fait publier son pamphlet contre Galilée à Paris. Voilà, et il attaque Galilée. Alors qu'il avait raison sur le plan scientifique, il l'attaque, mais il l'attaque de façon sournoise et en l'accusant d'hérésie. Voilà. Et alors d'épicurisme. Alors là, c'était l'injure. En fait, c'était une injure, l'épicurisme. C'est pas qu'il mangeait, il buvait trop. C'est qu'il adoptait un système. Voilà, le système d'Épicure et de Démocrite. Donc c'était une injure à l'époque. Et Galilée répond à cette polémique en publiant en 1624 un ouvrage qui s'appelle Le Sagittaire, qu'il dédie au nouveau pape Urbain VIII, qui est son ancien admirateur, Barberini. Voilà. Et là, cette conjonction lui paraît extraordinaire, d'autant qu'il est reçu à 6 reprises suite à cette publication dont le pape accepte la paternité. Il a une préface, etc. Donc on voit bien que Galilée devient encore plus célèbre et plus appuyé, si vous voulez, dans sa situation au sein de ces équilibres un petit peu complexes. Et c'est à ce moment-là, au cours de ces entretiens, que Galilée fait une proposition à Urbain VIII en disant écoutez, je vous propose de présenter les grands systèmes du monde dans une sorte de dialogue pour présenter au plus grand nombre les différents modèles. Les deux modèles de Ptolémée et de Copernic, puisque donc c'était les deux modèles qui étaient universellement considérés comme étant explicatifs. Voilà. Et entre 1624 et 1632, vous me posiez la question, il rédige son grand œuvre. Il passe énormément
extrêmement de temps. Il est tellement dans son ouvrage qu'il abandonne toutes les polémiques inutiles dans lesquelles il a quand même gâché un petit peu une partie de son talent dans les années précédentes. Et il fait publier en 1632 son dialogue, avec 2 problèmes. Il le fait publier sans avoir eu le temps ou la volonté de corriger tout ce que la papauté et Rome lui demandait de publier. Voilà, donc il n'obéit pas exactement j'allais dire, aux règles du droit canon. Et voilà. Et surtout, il écrit en italien. Et il écrit en italien. Il écrit en italien, alors que les ouvrages scientifiques à l'époque étaient écrits en latin. Ouais. Et donc donc l'écrire en italien, c'est-à-dire, disons, c'était faire de la vulgarisation, quoi. Ouais. C'était tout le monde pouvait lire. Tout le monde pouvait le lire. Et en plus, pardonnez-moi, politiquement, il le fait publier au moment, j'allais dire, le pire pour lui, dans la mesure où on est dans une étape, dans une période extrêmement dure de la guerre de 30 ans, où les armées catholiques viennent de subir une lourde défaite face aux Suédois protestants. Donc déjà, la papauté se retrouve en difficulté, les troupes catholiques se retrouvent en difficulté, et surtout Urbain VIII se retrouve encore plus en difficulté et mis en accusation, y compris par les jésuites. Tout simplement parce qu'il avait mené une politique pro-française dans des logiques assez subtiles d'équilibre, dans la mesure où on pourrait, nous, aujourd'hui, dire écoutez, c'est très simple, il y a d'un côté les catholiques, de l'autre côté les protestants, et tout le monde se bat. En réalité, au sein du camp catholique, vous avez des Français, vous avez les Habsbourg. Tous sont catholiques, mais les Français sont relativement réticents à l'idée d'avoir des Habsbourg à la fois en Espagne et dans le Saint-Empire romain germanique. Donc le pape, qui ne veut pas non plus d'une puissance catholique trop puissante, il ne veut pas devenir le chapelain du Saint-Empereur, il veut conserver quand même une forme d'indépendance, donc avait mené une politique pro-française. Or voilà que Richelieu s'était associé à un Suédois, donc Richelieu, le français catholique, avec le Suédois protestant. Donc là, il se retrouve politiquement accusé au mieux, d'aveuglement diplomatique, de faiblesse diplomatique, au pire d'alliance avec le protestantisme, voire d'hérésie. Il a des menaces, de déposition, en disant mais vous êtes en train de... Il y a un laxisme, un laisser-aller entre Galilée et la politique pro-française qui devient en réalité pro-protestante, quelque chose qui ne va pas du tout. En plus, le fameux livre, il devait être imprimé à Rome, et en fait, au dernier moment... Galilée, profitant de cette bonne relation avec le grand-duc de Toscane, parce qu'il était toujours très soutenu par le grand-duc de Toscane, le fait imprimer à Florence, avec l'imprimature, d'ailleurs, de l'inquisiteur de Florence. Donc, il avait l'imprimature à Florence. Oui. Voilà. Mais le pape, lui, avait le deal, c'était que le pape avait dit à Galilée, oui, je suis tout à fait d'accord pour écrire le livre, mais il faut qu'il soit publié à Rome. Et là, volte-face, coup de tonnerre, Urbain VIII rentre dans une colère noire. Ils se sont trahis. Ils se sont trahis à plusieurs niveaux. Déjà, effectivement, parce que Galilée n'a pas respecté les termes du contrat, et surtout, Urbain VIII avait demandé à Galilée d'ajouter un argument qui devait clore, si vous voulez, l'entretien, ces dialogues, qui était l'argument de la toute-puissance divine. Et Galilée met cet argument dans un des personnages du dialogue, qui est un petit peu, son nom résume tout, Simplicius. Le bonnet de service, qui est globalement ridicule tout au long du dialogue. Donc il est trahi à tous les niveaux. Et là, Galilée se retrouve tout à coup extrêmement isolé. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer, une réplique extrêmement forte d'Urbain VIII. Il se rend compte, Urbain VIII, qu'il est pris au piège. Et en même temps, c'est Galilée. Voilà. Donc, il met en point une procédure qui, pour tous les historiens qui sont un petit peu spécialistes des procédures de l'Inquisition, est très surprenante. Parce qu'il prend de vitesse complètement le tribunal de l'Inquisition en nommant une commission extraordinaire, tout est extraordinaire dans ce procès, une commission extraordinaire composée de 3 théologiens, un jésuite, mais un jésuite d'une envergure qui est relativement faible, son propre confesseur, donc qui est quand même assez proche d'Urbain VIII, et un théatin qui, par définition, j'allais dire par nature, est contre les jésuites. Donc on voit bien que la commission est presque faite sur mesure pour ne pas finalement que Galilée soit... une condamnation légère. Une condamnation assez légère. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que dans ce dialogue, il a avancé dans ses idées? C'est-à-dire, est-ce qu'il présente des choses? Ou est-ce qu'on peut dire que c'est que de la politique, en fait, derrière? Non, c'est de la vulgarisation, en fait. C'est de la vulgarisation. Non, la grande œuvre de Galilée... Alors, en fait, du point de vue scientifique, la grande œuvre de Galilée, c'est le livre qu'il publiera après
quand il sera mis en résidence surveillée, et c'est le fameux discours sur les deux mondes, là, Oui. et là, il revient sur son œuvre de jeunesse à ce moment-là. C'était sur la théorie du mouvement. Et c'est là où il va exprimer, disons que le principe ce qu'on appelle le principe un peu de la loi d'inertie, en fait, qui n'est pas vraiment compris comme ça. Il reprend toute la tradition de son maître Benedetti, Jean-Baptiste Benedetti. Il reprend toutes les expériences qu'il avait faites. Ah oui, il y a un point important, c'est que Galilée faisait des expériences, Oui. et donc alors, il ne faisait pas énormément d'expériences. Alors, il faisait des expériences de pensée, comme on faisait autrefois, mais il faisait des expériences en particulier sur les plans inclinés. Et donc, ça, il les faisait dans sa jeunesse, et visiblement, il a continué à les faire, puisqu'il en reparle dans son dernier livre, donc quand il avait, juste à la fin de sa vie, là, le fameux livre de 1638, et les expériences sur le plan incliné, dans lequel il est à peu près, maintenant, c'est dit très clairement dans un manuscrit qu'on a retrouvé, qui faisait rouler des billes, alors après avoir poli les billes, avoir huilé, voilà, il faisait rouler des billes sur des plans inclinés, puis après il y avait une table horizontale, et après il mesurait le choc que faisait la bille sur une plaque de cire qui était posée par terre. Et selon que le diamètre du trou dans la plaque de cire, il disait la vitesse est plus ou moins importante. Voilà. Il disait voilà, c'est le choc de la bille sur le morceau de cire mesure l'ampleur du choc, mesure l'ampleur de l'importance de la vitesse. Et donc du coup, c'est là on voit qu'il y a réellement une expérience au sens moderne du terme. C'est de la physique expérimentale. Voilà, et c'est la physique, voilà, avec des véritables expériences, avec le souci de mesure, donc de limiter les artefacts, parce qu'il y a bien sûr les forces de frottement. Oui. Dans toutes ces expériences, c'est les forces de frottement qui. Et il avait compris ça avec son huile et son. Voilà, oui, ça c'est les forces de frottement. Ça, il avait compris dès le début que c'était. Voilà. Et donc ça, c'est et donc ça. Alors c'est pas. C'est sous-jacent à ces travaux scientifiques, ces expériences. Et certains disent que c'était des expériences de pensée. En fait, non. Là, on a un texte très précis qui dit que ce n'est pas des expériences de pensée, qu'il a réellement fait ses expériences avec ses plans inclinés. Donc, il invente la physique expérimentale. Oui. Ah oui, ça, c'est... Et ça, c'est voilà. Alors, il y en avait d'autres qui avaient... En fait, c'était dans la lignée des balisticiens, des gens des artilleurs et des balisticiens, parce que qui s'interrogeaient, savoir sur la trajectoire des boulets de canon, parce qu'on avait à l'époque, on avait des canons qui étaient maintenant une grande précision, avec des tirs qui étaient reproductibles, et on pouvait en modifier un tout petit peu l'angle du canon, voir la trajectoire. Donc ça aussi, Galilée, donc Benedetti toujours et Galilée s'étaient intéressés à la balistique, et c'est pour ça que toute cette théorie du mouvement et de l'impetus. Alors, l'impetus, c'était la grande idée, un mot latin qu'on peut faire par force, impulsion, qui venait de la fin du XIVe siècle et qui a été assimilé par Benedetti et par Galilée et qu'on retrouve explicitement dans ce fameux livre de 1638. Donc ça nous convainc bien que cette affaire Galilée, enfin deuxième affaire Galilée, est une affaire finalement assez politique. Assez politique. Et alors, elle se résout comment? Alors de manière assez étrange. Est-ce qu'il va en prison, au non. pain sec et à l'eau, comme on l'imagine? Là aussi, là on a les imagines, on a en tête les peintures troubadours du 19e, voilà, ou la construction de la mémoire d'un Galilée, de l'Inquisition avec le moine et le capuchon sur les yeux. Ça se passe pas du tout comme ça. Il est convoqué à Rome. Il met 6 mois avant de s'y rendre. Il est reçu à Rome d'abord dans le domicile de l'ambassadeur de Toscane. Et lorsqu'il est interrogé dans le Saint-Office, il est logé non pas du tout dans les cachots dans Saint-Office, mais dans un appartement relativement confortable. C'est important à noter parce que c'est contraire à toutes les règles, normalement, des méthodes, si vous voulez, de l'Inquisition. Donc on voit bien qu'encore une fois, que c'est quelque chose de très extraordinaire. À sa grande surprise aussi, c'est que les interrogatoires ne portent absolument pas sur le fond du problème, sur l'héliocentrisme, le système de Ptolémée, etc., mais portent uniquement sur ce que le cardinal Bellarmin lui a dit en 1616. C'est-à-dire qu'en fait, le procès de 1633 porte uniquement sur des questions de discipline. Oui. Voilà, est-ce que vous avez obéi ou non à ce qui vous a été dit? Est-ce que vous avez bien compris ce qui vous a été dit? Et pas absolument pas sur la dimension scientifique. Est-ce qu'on peut dire que Bellarmin était mort? Alors, oui, voilà, le cardinal, en plus. Il était mort. Donc, ça ne simplifiait pas les choses. Et comme c'était par oral, personne n'avait... Mais en gros, est-ce que c'est pas simplement de dire...
t'as pas été prudent, est-ce Voilà. que tu ferais pas mieux d'être un peu plus prudent? Voilà, donc c'est vraiment un coup de semonce par rapport aux autres. Et Galilée, dans les premiers interrogatoires, a une ligne de défense qui est imparable. C'est-à-dire qu'il dit, non, écoutez, le cardinal Bellarmin, il m'a dit que je pouvais en parler, mais uniquement de manière hypothèse. Et si vous relisez attentivement mon dialogue, en fait, je parle de manière hypothèse. Donc, d'une certaine manière, il est inattaquable. Jusqu'à cette volte-face, qui est très étrange, qui est un vrai mystère pour l'historien, c'est-à-dire que le 30 avril, tout à coup, il dit oui, finalement, j'abjure, je reconnais, je me suis trompé. Et là aussi, on a un événement dans l'histoire qui est une sorte de trou noir, dans la mesure où on sait qu'il y a eu un entretien dans la nuit, sans témoin, sans greffier, qui va prendre un tout petit peu en note ce qui se dit, là encore, contrairement à tout ce qui doit s'être fait normalement dans le cadre des procédures du Saint-Office. Il parle seul à seul, aucune trace de lettres, pas de biographie, pas de mémoire, donc on ne sait pas. Les protagonistes n'ont pas dit ce qui s'est dit. Et le lendemain, voilà, cette volte-face, il est convaincu, il entre dans le silence, et peut-être là c'est l'ironie de l'histoire, le fait qu'il soit réduit au silence et relégation lui permet effectivement de travailler scientifiquement, voilà. C'est assez amusant. Et les historiens ont émis énormément d'hypothèses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on l'a menacé de la torture? Et vieil homme, fatigué, malade, ne se voit pas du tout affronter la torture. Donc, voilà, il rend les armes à ce moment-là. Est-ce qu'on lui a expliqué la véritable nature politique en disant, mais tu es en train de mettre en cause à la fois ton ami, le pape, mais en même temps toute la chrétienté, toute l'Église catholique, dans un moment où finalement le protestantisme est en train de prendre le dessus? Or, Galilée est un chrétien convaincu, donc lui, il est là pour la grandeur de l'Église. Donc, est-ce que pour cela, il décide d'abjurer et finalement de dire c'est finalement pas si grave étant donné les enjeux? Un historien italien, Pietro Rodondi, au début des années 80, a même été plus loin en expliquant que ce qui est reproché à Galilée était en réalité beaucoup plus grave que cette simple question, voilà, de soleil et de terre, et qu'on toucherait là à la doctrine eucharistique liée à la conception de la matière. Avec l'atomisme. Oui. Et là, il y aurait une relecture qui dirait qu'Urbain VIII aurait en réalité monté cette histoire sur l'héliocentrisme pour éviter que Galilée ne soit accusé, puisqu'il y aurait des accusations. Vous voyez, ce que je veux simplement souligner... Le livre de Rotondi, en fait, est un peu un roman policier. Voilà. Non, mais c'est ça. Ce que j'essaye de montrer ici, c'est que sur cette affaire Galilée, vous avez encore aujourd'hui, de la part des historiens, énormément de débats, énormément de choses qui restent encore en réalité à découvrir. Parce qu'il nous reste que 4 minutes, et c'est aussi là-dessus que je voudrais qu'on termine. Est-ce qu'il n'y a pas une construction de l'affaire Galilée et une construction tardive de l'affaire Galilée pour faire dire à Galilée et à cette affaire des choses du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle? Alors, il a été... disons il a été réhabilité d'une certaine façon par l'Église. Oui, c'est ça, par l'Église, parce que la levée de sa condamnation, c'est en... Il y en a deux. Il y en a une en 1757 voilà. Et une deuxième définitive en 1835, au cours de laquelle les livres... C'est intéressant parce mais déjà en 1757... Et en 1737, déjà, il y a un monument, un mausolée qui avait été mis dans une église de Florence à la mémoire du grand Galilée. Voilà. Donc en 1737. Donc l'Église, finalement... L'Église revient parce qu'on a en mémoire Jean-Paul II demandant... Après, évidemment, en 1979, Jean-Paul II... qui dit il faut ouvrir le cas, et puis 80 83. Il crée la commission avec le cardinal Poupard, qui réexamine tous les dossiers. Donc l'Église... Le malentendu est clos pour l'Église. Oui. Mais alors après, il y a en dehors de l'Église la manière dont on se souvient de cette affaire Galilée. Et est-ce que vous pensez, vous, scientifique chrétien, que... Parce qu'on doit vous en reparler de l'affaire Galilée. Oui, disons que maintenant, il y a beaucoup de gens qui comprennent que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Parce que tous les gens qui ont étudié un tout petit peu l'histoire de science se rendent bien compte que tous les grands scientifiques de l'époque étaient dans la chrétienté, à commencer par le chanoine Copernic, Kepler qui était un protestant mais absolument convaincu, qui aurait dû être pasteur, qui était un vraiment très chrétien, très fervent. Bon, alors, Pascal, bien sûr, alors le père Mersenne, le père Mersenne qui était le grand ami de Galilée, qui était un peu, lui... Et le correspondant de Descartes. Le correspondant de Descartes, c'était un peu une plaque tournante de tous les écrits scientifiques de l'époque, donc il était un
minime, un père minime qui a habité à Paris, et c'est lui qui réunissait autour de lui un petit embryon de scientifique qui était l'embryon de la future Académie des sciences de Paris. Voilà. Donc c'est pour dire que il est clair que le père Mersenne, alors bien sûr, soutient Galilée. Il est ami de Descartes, il est ami du père de Pascal. Enfin donc d'une certaine manière, disons qu'il y a il ne faut pas voir l'arbre de Galilée. Il y a toute la forêt des grands scientifiques de l'époque qui ont fait avancer la science à la fin du XVIe et au début du XVIIe. Alors, je ne parle pas de l'abbé Picard, donc, qui est un des plus grands, un des plus grands astronomes et qui était à l'origine de l'Observatoire de Paris. Ouais. Et voilà. Donc, est-ce qu'on dirait que c'est un mythe? C'est un mythe au sens très technique du terme pour les historiens. C'est vraiment une construction de mémoire dont on a l'impression que la société a besoin. Là, il faudrait peut-être s'interroger pourquoi on a encore besoin d'un mythe Galilée, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'opposer l'Église et la science, ou science et foi. Parce qu'en réalité, la manière dont on voit Galilée aujourd'hui dans le grand public, indépendamment des scientifiques, n'a rien à voir avec la complexité et la réalité de la construction de la science au XVIIe siècle. Donc c'est pourquoi, effectivement, voilà. Votre émission et la revue Codex a un petit peu cet Donc, objectif je remonte cette revue avec laquelle nous sommes en partenariat, Codex. Donc, c'est une revue qui s'appelait autrefois Histoire du christianisme magazine et qui est toujours aussi richement illustrée. C'est une revue formidable, c'est très agréable à lire. Il y a beaucoup d'images et d'une très jolie mise en page, qui est donc le numéro de l'hiver 2007. C'est le numéro 2 du Codex, auquel vous avez participé. D'un mot, rappelez-nous le rendez-vous que vous nous fixez. Donc c'est le samedi 4 mars au Collège des Bernardins avec l'Association des scientifiques chrétiens, voilà, en partenariat avec le Collège des Bernardins, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette affaire Galilée et surtout une affaire qui fait un peu pchit, si on peut dire. Merci vraiment de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci et à la semaine prochaine.